Je vous propose de débuter notre conseil municipal. Je vais demander à Laurent Guilvin s'il accepte d'être secrétaire de séance, s'il n'y a pas d'opposition, et de procéder à l'appel. Stéphane. Présent. Herlédan Maxime. Présent. Ruban Claudine. Présente. Bénarguer Denis. Présent. Cloarec Brigitte. Présente. Leroy Jean-François. Présent. Lecomte Joël. Présente. Salin André. Présent. Copin Sylvie. Présente. Combrou Jean-Pierre. Présent. Nourri Philippe. Présent. Carloc Rémy. Présent. Elson Nathalie. Présente. Abivin Sylvie. Présente. Mercier Cyril. Présent. Fagot Solène. Présente. Moi-même, Laurent Guilvin. Muriel Stéphanie. Présente. Bido Caroline, procuration à Sablé-Manon-sur-Mer. Bourrel Amélie. Présent. Pouliquin Jean-Yves. Présent. Caradou Erwan. Présent. Torres Angelina, procuration à André Salin. Calves Pierre, procuration à Claude Brubon. Lansonneur Sabrina. Présent toujours. Bicret Gilbert. Présent. Pogam Pierre. Présent. Kéré Michel. Présent. Payat Agnès. Merci, le quorum est largement atteint. Avant d'entamer l'ordre du jour chargé de notre conseil municipal, je voulais ouvrir cette séance par une très bonne nouvelle. Enfin, même plusieurs très bonnes nouvelles. Nous sommes désormais 6619 Gouénousiens. Nous avons reçu le recensement hier après-midi. Je l'ai annoncé en bureau municipal aux adjoints et conseillers délégués. Donc nous avons une progression de 91 habitants sur un an, ce qui fait que nous avons définitivement dépassé les 6500 habitants il y a une bonne dizaine d'années. Vous vous souvenez que nous avons connu au début du mandat dernier un point bas à un peu plus de 6000 habitants. Et donc aujourd'hui nous sommes 6619, 91 habitants de plus, ce qui reste modeste. Une progression de 1,5%, et comme on l'a toujours évoqué, nous cherchons non pas à grandir vite et beaucoup, mais grandir avec nos capacités, et puis d'adapter notre patrimoine municipal, les écoles, les équipements sportifs, culturels, au regard de l'évolution de cette population. Deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé de reporter le débat d'orientation budgétaire en début d'année. Il ne vous a pas échappé que nous ne savons pas encore à quelle sauce nous allons être mangés. Et donc avec Maxime, adjoint à finances, les adjoints élus et services, comme nous n'avons pas encore les constantes et notamment de certitude sur ce qu'on appelle le DILCO, ou les dotations d'État, nous préférons remettre de quelques semaines ce débat d'orientation budgétaire et malgré tout voter le budget dans des délais compacts avant la fin du mandat. Malgré tout, nous connaissons déjà l'atterrissage 2025, même s'il reste une quinzaine de jours. L'épargne brute, et c'est là la deuxième bonne nouvelle, progresse dans des proportions importantes puisque l'épargne de la collectivité sur la réalisation 2025 va progresser de 250 000 €, ce qui nous fait atteindre un taux d'épargne brute de 19% contre 15,8% en 2024. Et bien entendu, nous continuons à rembourser notre dette dans des proportions importantes, à hauteur de un peu plus d'1 million d'euros. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce conseil sur le volet purement mairie. Et sur les réalisations de l'année 2025, revenir rapidement sur l'inauguration du monument américain, qui était un franc succès, les retours sont extrêmement positifs. Nous avons enregistré quasi 55 000 € de dons et mécénats à ce stade, ça va encore progresser dans les semaines à venir. Et nous avons aussi identifié 2 nouveaux soldats depuis l'inauguration, ce qui fait que nous allons graver leur nom dans les mois à venir, j'imagine. Sur la halle, il ne vous a pas échappé que les travaux avancent, mais que le primeur qui voulait s'installer ne pourra pas le faire avant les fêtes de fin d'année. Il a reporté l'ouverture de son commerce sur la première quinzaine de janvier. Et enfin, d'un point de vue urbanisme, nous allons voir le démarrage des travaux début 2026 de l'île OC, porté par Aiguillon Construction, et livraison au deuxième semestre 2028. Ouverture de chantier dans les mois qui viennent, livraison deuxième semestre 2028
Ça vous donne une idée de l'ampleur des travaux. C'est essentiellement lié au parking en ouvrage qui seront souterrains pour préserver l'espace public et avoir un espace plus paysager, plus agréable. Donc la totalité du stationnement ou la quasi-totalité du stationnement se faisant en souterrain, qui explique des délais très longs, plus de 2 ans de travaux. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce conseil municipal. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Il n'y en a pas. Je vous propose d'arrêter le procès-verbal de la séance du 25 septembre, que vous avez toutes et tous lu avec beaucoup d'attention. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas, il est donc approuvé. Nous avons quelques modifications intégrées à l'ordre du jour. La numéro 20, convention d'adhésion avec Énergence, ça a été ajouté à la version numéro 2 après un dépôt sur table en commission aménagement et commission moyens généraux. Même chose pour la numéro 28 qui est le rapport annuel d'exécution du MPPE de l'école Isabelle Officier. Et nous avons 2 délibérations qui n'ont pas fait l'objet d'un examen des commissions parce que nous n'étions pas prêts. C'est des modifs, des délits de régularisation, la 29 sur la DM2 du lotissement Poulard-sur-Dède, la 30 DM2 budget Clos de la Vallée Verte, et nous aurons aussi un vœu qui vous a été présenté hier par email et présenté sur table si nécessaire. Voilà pour les modifications de l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques. Je vous propose donc de commencer par la délibération numéro 1 avec le don de bande dessinée Maxime Erlédan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc cette première délibération de don de la bande dessinée, à l'occasion de différentes cérémonies et différentes réceptions de personnalités, il est coutume d'offrir cette BD de mémoire, de chair et de douleur. La BD étant valorisée à 15 € l'unité, et comme nous avons procédé à 152 dons de bande dessinée offertes, il est demandé de constater au niveau de la régie des stocks des bandes dessinées un montant de 2280 €, soit la totalité des 152 bandes dessinées à 15 € le pièce. Notre commission des moyens généraux avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Les dons ont essentiellement été orientés vers les familles américaines, hein, comme vous en doutez. On a offert une bande dessinée à l'ensemble des Américains venus. Et pour le reste, c'est lorsque nous avons la visite du préfet, par exemple, du sous-préfet, du préfet maritime. Là, on prend sur notre stock et nous l'offrons. Alors, Sylvie, j'ai vérifié les chiffres auprès des services tout à l'heure. Nous avons vendu 6008 bandes dessinées, ce qui fait que depuis un certain temps, nous sommes en bénéfice, si on peut parler ainsi. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Juste une remarque que j'ai entendue lors de la cérémonie. Les gens auraient aimé avoir une version en anglais. Pourquoi pas, si quelqu'un pratique la langue de Shakespeare. Les Américains, justement, qui étaient devant la bande dessinée. Il y aura un coût assez important pour un succès d'édition un peu moindre. Je pense qu'ils vont pour les Anglais, ils vont se la faire traduire. Et puis ça fait son charme que ce soit français. Oui, c'est sûr. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Je vous propose de voter sur cette délibération de régularisation. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Nous passons à la numéro 2 avec les admissions en non-valeur. Alors, une délibération à laquelle nous sommes habitués, bien évidemment, les admissions en non-valeur et les créances irrécouvrables. Pour ce qui concerne cette délibération, elle se monte à 822,93 €. Donc il s'agit du montant cumulé des différentes créances que nous avons auprès de nombreux publics pour de toutes petites sommes. Étant entendu que les créances, pour partie d'entre elles, sont issues de la résultante des décisions des commissions de surendettement.
Le montant total de 822,93 € ne représente que 0,13% des produits des services sur l'année N-1. Donc vous voyez, nous avons un taux de recouvrement particulièrement conséquent. Et donc il vous est proposé d'accepter cette admission en valeur pour ce montant de 822,93 €. La commission des moyens généraux a émis un avis à l'unanimité sur cette décision. Vous voyez que sur l'exercice, les montants sont très faibles, un peu plus de 800 €. Moi, je souhaite le mettre en lien avec la politique sociale, puisque les personnes qui ne peuvent pas payer ou qui ont des difficultés financières sont suivies de façon extrêmement précise par le CCAS. Et donc, on voit que nos politiques sociales, en creux, fonctionnent avec des admissions en valeur qui sont extrêmement faibles. Et toutes ont lieu au périscolaire. On est sur les services de garderie, de cantine, pour le dire un peu plus clairement. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Comme de tradition, nous allons autoriser au mandatement des dépenses d'investissement sur le budget primitif 2026 par anticipation. Et Maxime Merlédan nous présente la délibération. Donc, comme le dit Monsieur le maire, il s'agit de permettre à la collectivité de continuer de fonctionner entre deux exercices avant le vote du budget primitif. Je ne vais pas vous faire lecture de l'ensemble des lignes qui seraient impactées par cette décision. À retenir, par contre, que sans cette décision, évidemment, il serait beaucoup plus difficile pour les services de pouvoir continuer à œuvrer au bénéfice de la collectivité. Nous avons émis sur cette délibération en commission des moyens généraux un avis à l'unanimité pour le vote de cette délibération. Je ne sais pas si ça appelle des commentaires au niveau de l'unanimité. C'est une délibération habituelle. Y a-t-il des questions? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Nous passons sur 4 délibérations qui ont un objet assez similaire, qui consiste à modifier nos APCP. Ce sont des ajustements non pas budgétaires, mais simplement calendaires. Et donc, on vient modifier les autorisations de programme et les crédits de paiement pour la Maison des Solidarités Simone Veil et la clôture des travaux. Même chose pour l'école du Moulin. Et pour les 2 projets, Parc du Crâne et travaux d'aménagement secteur gare médiathèque. Donc, Maxime Merlédan pour ces 4 délibérations. Pour la maison Simone Veil, nous avons une autorisation de programme qui se monte à 1 286 711 € et donc, le signalé monsieur le maire, un réétalement du crédit de paiement sur les 2 exercices, l'exercice de 2024 pour 416 054 € très exactement. Nos crédits de paiement sur l'exercice 2025 qui passe à 676 706 € et donc un reliquat de crédit de paiement sur l'exercice 2026 de 193 951 €. Les crédits de paiement, donc, ce sont les montants qu'il reste à verser pour clôturer l'opération Simone Veil sur l'exercice 2026. Notre commission des moyens généraux avait mis un avis favorable à l'unanimité. Chacun a bien compris que le montant global de chaque projet n'évolue absolument pas. C'est simplement les crédits de paiement année par année qui évoluent en fonction de l'avancée des travaux du chantier. Et donc, on a besoin de réajuster pour payer les entreprises ces crédits de paiement. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. École du Moulin. Maxime, toujours. L'école du Moulin, il s'agit là, en l'occurrence, comme vous le savez, la rénovation énergétique de cette école. Nous avions une autorisation de programme à 900 000 € sur l'opération. La dite opération, aujourd'hui, va constater des crédits de paiement à hauteur de 124 917 € pour 2024. Le gros du crédit de paiement sur l'exercice 2025 pour 812 747 €. Et donc un reliquat de crédit de paiement sur l'exercice à venir de 2026 de 87 336 €.
Notre commission des moyens généraux avait émis un avis favorable à l'unanimité également. Merci. Questions, remarques? Non. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Nous passons à la numéro 6, le parc du Crâne. Sur le parc du Crâne, nous avons à constater une légère augmentation de l'autorisation de programme qui initialement était de 1 404 000 € et qui va donc passer à 1 504 000 € au motif qu'il y a un tourne à gauche en plus prévu au programme. Les crédits de paiement vont s'étaler de la manière suivante, à savoir sur 2025, nous avons 35 787 €. En 2026, nous aurons des crédits de paiement de 280 000 €. Le gros des crédits de paiement sur l'exercice 2027 à 930 000 € et enfin un solde sur l'exercice 2028 de 258 213 €. Notre commission des moyens généraux a également émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Secteur gare, médiathèque, Maxime Hervé, toujours. Sur l'aménagement de l'esplanade de la médiathèque et donc de la place du 19 mars, nous avons à l'ouverture des plis une modification des autorisations de programme puisqu'elles étaient initialement prévues à 1 308 000 €. Et cette autorisation de programme finalement ne se montrera qu'à un montant de 851 000 € qui vont être ventilés de la manière suivante, à savoir des crédits de paiement sur cet exercice 2025 de 31 788 €, des crédits de paiement sur l'exercice à venir 2026 de 236 000 €, et enfin le solde de cette autorisation de 583 212 € en 2027. Donc, à la suite de l'attribution du marché par la commission d'appel d'offres, il convient donc de régulariser le montant de l'autorisation de programme ainsi que l'étalement des crédits, comme je l'ai mentionné précédemment. Notre avis au niveau de la commission des moyens généraux, favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la DM2, donc c'est la conséquence logique des 4 délibérations que nous venons de voir. Et vous pouvez constater que, conformément aux engagements oraux lors du vote du budget, il n'y a pas d'emprunt sur l'année 2025 et que nous avons enregistré pour 600 000 € de subventions. Du coup, diminution en DM de l'emprunt d'équilibre. Maxime Herlédan. Je crois que tout est quasiment dit. Effectivement, on va constater au niveau de la section d'investissement une baisse des crédits affichés à moins 595 272 €, eu égard aux effets bénéfiques des versements des subventions qui, à ce jour, peuvent être du coup inscrites. Et ce qui nous fait effectivement la résultante des 4 délibérations prises précédemment, à savoir de constater qu'à la section d'investissement, nous avons une baisse de 595 272 € et une légère augmentation sur le fonctionnement de 20 000 €, soit de façon globale une très forte baisse eu égard aux effets encore positifs des différentes subventions qui ont été obtenues dans les différentes opérations. Merci. Des questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe aux 2 décisions modificatives sur les 2 lotissements communaux. Maxime Herlédan. Moi, j'avais l'affichage des dépôts sauvages la numéro 9. Ouais, on les a glissés juste là. Du coup, vous fermez à la fin si vous voulez. Hop. On a fait 30. Ok. Donc, affichage et dépôts sauvages, il s'agit d'une délibération pour être en adéquation avec les tarifs qui sont pratiqués au niveau de la métropole. Vous savez que quand il y a des affichages sauvages ou des dépôts sauvages, cela implique une intervention des services
de la collectivité, services qui peuvent être, quand c'est possible, refacturés aux contrevenants, et auquel cas il convient de chiffrer ces interventions de façon, je dirais, en harmonie avec les services métropolitains, et ce qui vous donne cette délibération qui vient constater les coûts réellement pratiqués et facturés aux contrevenants. Je ne sais pas grand-chose de La commission. La commission avait émis un avis favorable à l'unanimité. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur cette délibération. On a d'un côté une harmonisation avec les autres communes et la métropole, d'où une réflexion collégiale. Là, nous venons et nous devons avoir un tarif en face d'une prestation, donc ça c'est une tarification. Et il y a bien entendu l'amende forfaitaire devant les tribunaux, qui est cumulable à la facturation qu'on évoque. Donc il y a des poursuites qui peuvent être engagées, et au terme de ces poursuites, eh bien, il y a un montant d'amende qui est fixé. Donc les deux sont facturés, si j'ose dire, au contrevenant. S'il n'y a pas de questions, on peut voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable, unanimité. Nous avons une modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services, la numéro 10. C'est Maxime toujours. Donc deux sujets qui viennent abonder et donc enrichir le règlement intérieur de la collectivité. Il s'agit dans un premier temps d'une modification de ce règlement intérieur eu égard aux astreintes techniques qui sont pratiquées depuis quelques mois au sein de la collectivité, à savoir qu'il y a des agents qui sont également d'astreinte une semaine pleine et entière, et quand on fait appel à leur service dans un cadre bien défini, ceci donne lieu évidemment à compensation. C'est des choses qui existaient déjà mais qui n'étaient pas intégrées dans le règlement intérieur. Donc on procède à la mise en ordre de la dite du dit règlement intérieur. Ça c'est pour la première partie de modification du règlement intérieur. Le second sujet abordé s'agit du sujet de la consommation d'alcool donc au niveau de la collectivité. Je ne vais pas là aussi vous faire état de l'intégralité de la délibération en question, mais pour vous dire que nous mettons en phase et par écrit, dans le cadre du règlement intérieur, les différentes dispositions, et on essaye d'être le plus exhaustif possible dans les situations où les agents pourraient être, exposés à une difficulté de cette nature. Et étant entendu que bien évidemment, l'objet d'abord et avant tout, c'est de protéger l'agent, son entourage, les usagers et toute personne qui pourrait être collatéralement victime, tout comme l'agent lui-même, bien entendu. Nous avons évoqué la chose en comité technique. Le dit comité a émis un avis favorable à l'unanimité, tout comme notre commission des moyens généraux le 11 décembre. Merci. Avez-vous des questions, remarques? C'est une évolution de notre règlement intérieur, rendue nécessaire par l'astreinte technique d'un côté, et d'avoir aussi un cadre juridique d'intervention pour l'employeur pour procéder notamment à des tests d'alcoolémie si nécessaire, voire des tests de stupéfiants, même si le Code du travail ne le prévoit pas de façon expresse. On a une jurisprudence qui permet d'appuyer justement ce contrôle éventuel. Donc on avait besoin d'un cadre d'intervention en tant qu'employeur, et l'ensemble des représentants du personnel en CST souscrit bien entendu à ces mesures. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci.
Nous passons à la délibération numéro 11 sur la lutte contre l'habitat indigne avec une convention de coopération avec Brest Métropole. Claudine Brugand. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc la problématique de l'habitat indigne concerne plus de 500 000 logements du parc immobilier privé en France. Cette notion vise les logements qui présentent des risques manifestes, d'une part pour la sécurité physique ou la santé de leurs occupants, ainsi que plus généralement les locaux impropres à l'habitation. Comme beaucoup de territoires, la métropole de Brest est concernée par ce phénomène. Elle dispose, quant à elle, d'une compétence générale en termes d'habitat sur le territoire et anime à ce titre une cellule partenariale de lutte contre l'habitat indigne. Mais il est proposé par la métropole une convention de coopération avec 7 des 8 communes du territoire métropolitain. La coopération proposée est effectuée à titre gratuit, à l'exception du remboursement des éventuels besoins d'appui technique ou juridique, sous format de prestation qui pourrait être avancé par la métropole pour des raisons pratiques. Cette convention est conclue pour une durée d'1 an, renouvelable tacitement 3 fois, et elle prendra effet à compter de la signature. Un comité de pilotage avec l'ensemble des communes de la métropole sera proposé chaque année afin de faire le bilan des actions menées et d'étudier les éventuelles évolutions du dispositif. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de coopération, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention, d'autoriser le maire ou son représentant et à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Donc vous avez en annexe de cette délibération la convention, l'avis des commissions concernées aménagement durable et moyens généraux ont donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. On peut préciser que l'ensemble des communes de la métropole font de même. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la numéro 12 avec des dénominations de rue et des ajustements de traduction en breton. C'est Denis Pénarguère qui nous présente cette délibération. Bonsoir à toutes et tous. Donc, afin d'assurer une meilleure cohérence linguistique et une reconnaissance fidèle des toponymies d'origine bretonne, il est proposé d'ajuster la signalétique de la rue de Kerargalais et de l'impasse de Kernosquet. Cette mise à jour consiste à ajouter la traduction en langue bretonne sur les panneaux concernés et à corriger l'orthographe des noms selon leur forme bretonne d'origine. Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux voies communales. La dénomination de ces voies, principalement à caractère de rue, est ainsi laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Afin également de corriger les noms des lieux selon leur forme d'origine, forme bretonne d'origine, il est proposé de modifier les panneaux suivants. Rue de Kerargalais en rue Streat Kerargalais et impasse de Kerlosquet en impasse Handal Kerlosquet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification du panneau rue de Kerargalais en rue Streat Kerargalais, d'approuver la modification du panneau impasse de Kerlosquet en impasse Handal Kerlosquet, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. L'avis de la commission aménagement durable, c'était à l'unanimité, moi une voix qui s'est abstenue. Merci. On est dans le prolongement d'une initiative prise il y a 10 ans maintenant, de nous adapter à la toponymie d'origine, et on s'appuie bien entendu sur l'Office de la langue bretonne, et l'ensemble des communes de la métropole également participent, chacun à son échelle et chacun sur son territoire communal, aux modifications progressives pour s'adapter à la toponymie et donc au breton tel qu'il est défini par l'Office de la langue bretonne. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou remarques. Agnès Payard. Moi, je me
suis abstenue parce que je me demandais les incidences qu'il pouvait y avoir sur donc le changement de nom de la rue, donc la version française, sur la Banque nationale des adresses, quelles incidences sur la carte grise des habitants. Et voilà, parce qu'on dit que c'est qu'un changement de lettre, mais je pense qu'au niveau de la numérisation des adresses, ça peut avoir un peu un impact. Et vous voyez pas pourquoi enfin, c'est pas une histoire de coût parce que de toute façon il y aura des changements de panneaux à faire. Donc je vois pas pourquoi on supprimait la version française des panneaux. Parce que c'est tout simplement en fait une politique lancée il y a 10 ans maintenant à l'échelle de la métropole, comme je l'ai dit, et on cherche à s'adapter sur le cadastre où nous avions originellement une toponymie en breton. Celle-ci, elle a dérivé au fil du temps avec une francisation qui ne correspond pas à la langue bretonne. Et donc, au fur et à mesure, à l'échelle du territoire des 8 communes de la métropole, on cherche à se rattacher à cette langue bretonne qui nous est extrêmement chère. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, bien entendu, ces modifications sont amenées dans l'adressage et sont remontées au niveau national et puis au niveau des GPS et tout ça. Après, je pense que sur la question des cartes grises et des papiers d'identité... ça n'a pas d'incidence en fait, c'est simplement l'adaptation. Le micro, oui, le librement. Oui, parce que ça avait été demandé par l'Office de la langue bretonne, la métropole avait voté. Bon, c'est une traduction simplement sur les plaques de rue pour que ce soit mis en breton. Bon, là, c'est ajusté, on ne va pas mettre trop, parce que Carlos Quet, on n'écrit pas peut-être les deux orthographes, mais ça n'importe pas, il n'y a pas d'incidence sur le nom de la rue, c'est toujours rue Carlos Quet ou etc. Les gens n'ont pas à changer, on ne change pas le nom de la rue, c'est la traduction en breton du nom de la rue. On ne change pas de nom, donc il n'y a pas de changement d'adresse ou de nom de rue qui apparaît quelque part. C'est simplement l'écriture en breton sur la plaque de rue. Voilà, c'était un accord, enfin une demande de l'OLB, et puis c'est passé à la métropole, et les changements se font au fur et à mesure des changements de plaques ou autres. Mais il n'y a pas d'incidence sur les papiers des gens. Okay. Je ne sais pas si j'étais... Si. Y a-t-il d'autres questions? On vote, alors y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Vous abstenez, Agnès Paillard, abstention. Qui est favorable? Le reste, merci. Nous passons à la numéro 13 avec la RD 52 avec une convention d'autorisation d'occupation du domaine public routier. Denis Pénarial. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention d'occupation du domaine public routier et d'entretien relative à l'aménagement d'un carrefour de type tourne à gauche et d'un cheminement stabilisé sur la route départementale numéro 52 au terme du secteur du Crâne. Cet accès nécessite la réalisation d'un carrefour de type tourne à gauche pour permettre la gération des véhicules se rendant au complexe depuis la route départementale, précisé dans l'article 3 de la Convention. Il s'agit également de créer un cheminement en sable stabilisé du côté gauche de la voie, sens Gouesnou vers Plouvien, sur une longueur de 130 mètres. Ces aménagements étant situés sur le domaine public routier départemental, la présente convention vise à autoriser la commune à réaliser les 10 aménagements, définir les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser, déterminer la maîtrise d'ouvrage, définir les modalités d'entretien de ces aménagements lors de leur mise en service. Il est précisé que l'intégralité de l'aménagement est évaluée à ce stade de l'étude à 100 000 € TTC et que la commune de Gouesnou assumera la charge financière des travaux. Par ailleurs, la commune de Gouesnou accomplira à titre gratuit les missions de maîtrise d'ouvrage. Par délibération du 5 octobre 2025, le département du Finistère a approuvé la convention d'autorisation d'occupation du domaine public routier et d'entretien avec la ville de Gouesnou. Elle a notamment pour objet d'autoriser la ville à réaliser sur le domaine public routier départemental les aménagements susvisés, de définir les modalités d'entretien de ces aménagements lors de leur mise en service.
l'avis de la commission aménagement durable suite à l'unanimité du 8 décembre 2025. Merci. Nous avons besoin de cette convention pour aller plus loin dans l'instruction du dossier. Donc nous sommes sur le parc du crâne et la PCP notamment qui a été présentée tout à l'heure. Il n'empêche que comme l'usage de ce carrefour amène vers une compétence purement communale, où la convention est rédigée comme telle, il n'empêche que dans les mois et années à venir, la ville pourra demander une subvention au titre des nouvelles campagnes du pacte Finistère pour venir couvrir tout ou partie de cette opération, et ça fera l'objet d'analyse et de demande lors du prochain mandat. Je tenais à apporter cette précision, pacte Finistère comme également les subventions d'État qui pourront être demandées le moment venu sur ce dossier. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 14 avec le rapport d'activité sur les crédits territorialisés de Brest Métropole. Denis, toujours. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport retraçant l'activité et l'utilisation des crédits territorialisés engagés en 2024 par Brest Métropole dans les communes. Chaque année, l'ensemble des communes de la métropole sont invitées à délibérer sur le dispositif de gestion de proximité comprenant les programmes de travaux de proximité de l'année en cours dont la programmation a été confiée par la métropole à la commune, le bilan des demandes d'intervention sur l'espace public enregistré via l'outil ERA, le rapport des crédits engagés l'année précédente par Brest Métropole dans les communes. Afin de compléter ce bilan, il est proposé de prendre acte du rapport retraçant l'activité et l'utilisation des crédits territorialisés engagés par Brest Métropole en 2024 dans les communes. Il ventile à partir de critères techniques pertinents une grande partie des politiques publiques métropolitaines offrant des services de proximité à la population, collecte et traitement des déchets, voirie, éclairage public, espace vert. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport 6 juin des crédits engagés en 2024 par Brest Métropole dans les communes. Merci. Avez-vous des questions, remarques? C'est un rapport qui est intéressant. Vous verrez les prorata par habitant pour les différentes communes avec quelques variations selon la surface à couvrir, le linéaire de voirie, la distance à parcourir en matière de collecte, par exemple, pour les camions. Donc c'est un rapport qui est assez intéressant. On voit que c'est très rationalisé. S'il n'y a pas de questions, remarques, on prend acte. Nous passons au rapport d'activité, développement durable et égalité femmes-hommes de Brest Métropole. Laurent Guilvin. Merci Monsieur le maire. Cette 15e délibération donc, est une prise d'acte du rapport d'activité de développement durable et d'égalité femmes-hommes de Brest Métropole donc pour l'année 2024, comme chaque année, et donc conformément aux dispositions de l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Ce rapport nous est arrivé un petit peu tard cette année, puisque d'ordinaire il doit vous être adressé avant le 30 septembre. Pour qu'il puisse faire l'objet d'une présentation au conseil municipal. Et donc, il arrive quand même à temps, puisqu'il sera voté cette année. Ce rapport de Brest Métropole est structuré autour de plusieurs chapitres, à savoir la lutte contre le changement climatique, la préservation d'un environnement de qualité, la cohésion sociale et solidarité, la contribution à l'épanouissement de toutes et tous, et enfin la promotion des modes de production et de consommation durable et responsable. Dans un souci de cohérence, le rapport annuel sur sa situation en matière de développement durable et l'égalité femmes-hommes est intégré au rapport d'activité. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité de développement durable et d'égalité femmes-hommes de Brest Métropole pour l'année 2024. La commission aménagement durable du 8 décembre a pris acte. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Donc nous prenons acte. Nous passons à la délibération numéro 16 avec le RADD de la ville de Bruynou. Pour le coup, Laurent Guilvin. Oui, donc
c'est une délibération qui revient régulièrement depuis 3 ans. Donc le rendez-vous annuel, le rapport de développement durable, RADD, qui se veut un outil de suivi des engagements de la ville de Gwenou en la matière. Ce rapport comporte, au regard des finalités du développement durable, le bilan des actions conduites et les projets à venir. Donc pour cette édition 2025, le RADD se propose de porter un regard sur le déploiement des actions portées par la ville de Gwenou, et ce au travers du prisme des finalités suivantes: exemplarité, transition énergétique, patrimoine naturel et paysager, et enfin la mobilisation. À savoir donc pour chaque prisme de finalité, il y a des points forts qui ont été mis en exergue, à savoir donc, pour l'exemplarité, il y a eu le programme Shifumi, notamment donc, pour l'école Isabelle Letissier, donc il y a eu la récupération donc, des matériels donc, de l'école du Château d'Eau. Pour la transition énergétique, il y a eu la rénovation énergétique de l'école du Moulin. Pour le patrimoine naturel et paysager, il y a eu donc les prairies fleuries, donc distribution de graines, donc pour les prairies fleuries et pollinisateurs. Et enfin, concernant la mobilisation, il y a eu donc le Hyper Café donc, dans la maison Simone Veil. Voilà, il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport de développement durable 2025 de la ville de Gwenou. À savoir que la commission aménagement durable a pris acte de ce rapport le 8 décembre 2025. À quelle heure? Pardon. Petit trait d'humour comme ça, voilà. 15 Ouais. Merci Laurent pour cette présentation. Moi je voulais déjà rappeler, et notamment à vous toutes et tous, et puis peut-être via Telegram et Ouest France Telegram, à l'ensemble des Gwenousiens, que nous sommes une des très rares communes à présenter un rapport d'activité de cette nature, et singulièrement de la strate de Gwenou. Ça se fait quasiment pas. Et avec nos moyens humains, nous avons quand même organisé 30 animations dans le courant de l'année. Donc si vous venez soustraire les vacances, ça veut dire que nous avons une animation quasiment par semaine. Je me souviens des échanges positifs que nous avions eus autour des primes vélo et vélos adaptés que nous avions fait évoluer. Et donc depuis le lancement de l'opération, ce sont 200 familles à Gwenou qui ont bénéficié de cette aide. 200 familles sur la promotion des mobilités douces. Nous avons aussi, et il faut le retenir, 14 bâtiments du parc communal qui sont désormais intégrés à la boucle d'autoconsommation collective. Donc de la centrale aujourd'hui unique d'Isabelle Autissier, demain Maison des Solidarités, peut-être le crâne après-demain, mais 14 bâtiments communaux sont dans la boucle d'autoconsommation collective, donc ça veut dire que l'énergie produite par l'école Isabelle Autissier est poussée dans l'ensemble de ces bâtiments, et donc nous faisons facialement des économies. Un point dans le cadre de notre politique développement durable, vous vous souvenez qu'on a beaucoup investi dans le relamping, dans les chaudières, dans un certain nombre d'équipements moins énergivores, et si on se focalise sur l'énergie électrique, en 5 ans, c'est-à-dire sur la quasi-totalité du mandat, entre 2019 et aujourd'hui, donc 5 ans, les consommations électriques de la ville ont baissé de 30%. 30% de baisse des consommations électriques de la commune de Gwenou. C'est quand même un chiffre assez important. Et voilà ce que je souhaitais évoquer, parce que c'est assez rare d'avoir des motifs de satisfaction de cette nature. Donc voilà, je voulais le souligner, remercier toutes celles et ceux, tous les élus, tous les services qui ont pris un certain nombre de précautions d'usage dans leur métier et dans les différents séminaires et ateliers qu'on a pu mener collectivement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas, donc on prend acte. Nous passons au rapport et chiffres de la direction déchets propreté de Brest Métropole, et c'est toujours Laurent Guillain qui nous présente cette délibération. Donc comme chaque année, c'est une délibération qui revient régulièrement. Donc concernant donc, le rapport sur la collecte et le traitement des ordures ménagères, qui est une obligation d'être présenté en conseil municipal chaque année. Il se décompose de la manière suivante, donc 3 missions qui
sont donc la prévention, la collecte et le traitement, pardon, et la valorisation. Concernant donc la prévention des déchets, donc en 2024, les tonnages augmentent légèrement, notamment donc lié à une augmentation des tonnages de déchets verts, donc à savoir plus 2200 tonnes, donc, notamment donc, à cause de la tempête Ciarán fin 2023. Et en parallèle, donc, il faut noter une légère baisse des ordures ménagères. On est à moins 557 tonnes et une augmentation du geste du tri pour les papiers et emballages, donc de plus 254 tonnes. Concernant donc la collecte des déchets, donc, le compostage individuel a été grandement déployé sur la métropole, avec notamment donc, la distribution de composteurs gratuits et une belle communication de la métropole. Donc aujourd'hui, Gwenou et l'ensemble de la population gwenousienne est équipé de 594 composteurs, ce qui représente 29,4% des foyers qui en sont équipés. Concernant donc les ordures ménagères, on peut noter 170 kg par habitant en 2024 contre 171 kg en 2023. Donc, les gens ont diminué d'1 kilo le fait de produire des déchets. La déchetterie verte à Gwenou, on peut noter donc que le tonnage passe de 3030 en 2023, 3030 tonnes pardon, en 2023, à 3805 tonnes en 2024, soit plus 15,83%. Comme je le disais en commission, je pense que ça peut mériter de travailler sur le sujet pour essayer de diminuer un peu le tonnage des déchets verts, et notamment par le renvoi dans les parcelles privées, de façon à ce que finalement les déchets verts soient une source profitable pour le jardin des particuliers. Le coût résiduel donc, pour chaque habitant est de 87,12 € par an, qui est en augmentation par rapport à 2023, qui était de 80,70 € en 2022. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ce rapport, qui est composé de 125 pages. Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport 2024 de la direction déchets propreté de Brest Métropole. Et la commission aménagement durable a pris acte lors de sa dernière réunion. Merci pour cette présentation et simplement tordre le cou à une idée reçue. Vous avez dans la délibération et dans les documents le financement en fait de la collecte et le financement des opérations autour des ordures. La TEOM, donc la taxe d'enlèvement, ne représente que 57% des recettes. Donc ce que nous payons, ça ne représente que 57% du coût total. Ça c'est important de le dire aux Gwenousiens. C'est-à-dire qu'effectivement ils payent une taxe, mais qu'elle ne couvre pas l'ensemble du service, qu'il y a d'autres modalités de financement, avec notamment le centre du Spernote, et puis d'autres redevances qui viennent abonder au financement de ce service, qui n'est couvert qu'à 57%, encore une fois, par la taxe gelée. Y a-t-il des questions ou remarques? Oui, André Salin. Je voudrais apporter un complément d'information quand même sur l'utilisation de notre déchetterie à Béchetto de Pédetti. Je la fréquente, comme beaucoup de Gwenousiens, mais je constate aussi qu'il y a beaucoup d'extérieurs de Gwenou qui la fréquentent. Et je ne suis pas étonné de voir le niveau de tonnage augmenter à cette vitesse, parce qu'il y a l'équipe Avasien qui viennent énormément chez nous. Certes, ils font partie de la métropole. S'ils ne mettent pas à Gwenou, ils mettront à Guipava. Donc le tonnage au cumul sur l'ensemble de la métropole sera pris en compte. Mais je vois aussi des gens qui ne sont pas de Gwenou ni de la métropole venir sur notre déchetterie. Et pour cause, elle est ouverte à tout le monde, à toute heure du jour et de la nuit, du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est confortable, je ne vais pas dire le contraire, c'est vraiment un élément qui est important à souligner. Et puis le côté aussi facile d'accès, quand les gens veulent bien prendre à la suite de décharger leurs déchets et ne pas laisser de vide entre les différents tas, avec beaucoup plus de capacité et plus facile à y accéder. Mais quand même de décharger les déchets verts sur une plateforme
à même le sol, c'est quand même plus facile que d'aller dans les conteneurs qui sont dans les déchetteries aménagées sur la métropole. Et je trouve que la métropole pourrait s'inspirer de ce mode de transport et de recevoir les véhicules plus facilement que dans les conteneurs aménagés. Ce qui éviterait aussi des accidents parfois, puisqu'il n'est pas rare de voir des usagers tomber dans les conteneurs. Enfin, tout état de cause, il est quand même, oui, c'est arrivé à un élu de Gouinou il y a quelques années. Et donc, mais quand même, je crois que c'est important de le préciser que le tonnage, et je compte sur toi, Laurent, pour le transmettre aussi à la métropole, que Gouinou n'est pas responsable à 100% de l'augmentation du tonnage sur notre déchetterie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Oui, Agnès Paya. Oui, dans la commission aussi, on était intervenu pour préciser qu'il y avait peut-être un manque de différenciation dans le fait de trier, aussi du tri des différents éléments. Les branchages des herbes sont mélangés, il y a même quelquefois un peu de remblai. Donc ce serait peut-être favoriser un tri qui permet de valoriser au mieux les produits qui sont triés. Laurent Guilvin. Oui, je prends la remarque de Dédé Salin qui est très pertinente, et notamment c'est vrai que j'ai omis de préciser dans la délibération. Mais ma remarque en fait concernait l'ensemble de la métropole, notamment sur le fait de faire en sorte de réduire les déchets drastiquement, notamment les déchets verts, notamment par la réutilisation des déchets verts sur sa propre parcelle, qui peut être vraiment une valeur ajoutée. Beaucoup de gens achètent du paillage alors qu'on peut le faire directement avec ses propres ressources du jardin. Il s'agit de mettre les choses en place. Je pense que la métropole a le devoir de mettre ça en place de façon à ce que nos déchetteries soient moins utilisées. Maintenant, il est clair qu'on ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. La métropole travaille aussi sur ce sujet, puisque du coup, elle retraite les déchets verts pour notamment faire du broyat et réutiliser, donc notamment sur les parterres de la métropole. Voilà. Mais par contre, en revanche, je pense que chaque personne est censée pouvoir justement retraiter ses déchets sur sa parcelle, et il mériterait d'y avoir une organisation qui puisse le permettre. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau de la métropole, notamment sur la sensibilisation, la formation au compost, les publications qui expliquent les différentes animations autour de cela, mais effectivement, c'est jamais suffisant, il faut que les personnes s'en saisissent. Et je tiens à préciser qu'il faut vraiment veiller à ce que cette déchetterie verte perdure. Parce que je me souviens d'avoir eu des conférences des maires, mandat d'avance, sur ce mandat-ci il n'y a pas eu, où la volonté politique de la métropole était plutôt d'aller vers des fermetures. Là, je pense qu'il faut vraiment continuer, si d'aventure le sujet revenait sur la table, pour se bagarrer pour conserver cette déchetterie qui est extrêmement utile. Après, sur le contrôle de l'origine des personnes, c'est assez complexe, parce qu'on ne va pas mettre une personne pour contrôler l'identité ou une quittance de loyer pour venir, mais c'est vrai que ça rend bien service à des habitants du nord de Gouinou, pour citer la commune. Et enfin, il y a un point qui est important, on a beau mettre l'affichage que nous souhaitons, rejoint ce qui a été dit, parfois on trouve du remblai, des déchets, des sacs poubelles qui n'ont strictement rien à faire là, c'est malheureux, mais c'est comme les dépôts sauvages tout à l'heure, je me demande ce qui passe dans la tête de ces gens qui laissent des sacs poubelles à la déchetterie ou à l'entrée de champ. Je me dis, mais avec tous les services que nous avons, avec les bacs poubelles que nous avons à nos domiciles ou à proximité quand on est en centre-ville, avec les déchetteries, je me dis, mais c'est quasi criminel aujourd'hui de faire ça. Je peux vous dire que la police municipale travaille vraiment, j'ai plus les chiffres en tête là, mais on a eu une augmentation pendant la Covid, inévitablement, et en post-Covid, on est toujours sur des standards très très élevés, d'où d'ailleurs la délibération tout à l'heure sur la refacturation. Et la déchetterie verte de Penetti est fermée aux professionnels. Et pour autant, on voit des professionnels qui viennent avec des fourgons. Voilà, il y a notamment le portique qui est souvent cassé, parce que les personnes le forcent, et quand quelqu'un a envie de donner un coup de meuleuse, eh bien il donne un coup de meuleuse. Il y a eu quelques remarques qu'il faut bien aussi
un portique amovible pour que l'agriculteur puisse venir avec son godet pousser bien les déchets verts et les mettre dans un conteneur qui part ensuite en traitement. Donc on a besoin répond aux questions qui me sont souvent posées, on a besoin d'un portique amovible. Et donc du coup, il est fermé par un cadenas ou une serrure, et que les gens viennent meuler. Hein. Les gens qui viennent à la meuleuse pour casser le portique. Donc alors peut-être qu'une solution, à un moment, ça serait de mettre effectivement une caméra, mais mettre une caméra pour tirer les réseaux, c'est au moins 10 000 €. Est-ce qu'on a 10 000 € à mettre là? J'étais au salon de la sécurité la semaine dernière, on était quelques-uns, il y a des caméras avec des recharges photovoltaïques. Je pense que c'est un des sujets qu'il faudra peut-être mettre en réflexion le moment venu pour faire respecter un peu tout ça. Voilà. Bref, je vois que c'est des sujets qui passionnent le conseil municipal. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques. Il n'y en a pas, donc on prend acte. Nous passons à la délibération numéro 18, et c'est Laurent Guilvin qui nous la présente, avec justement les vélos à assistance électrique ou vélos adaptés. Exactement, donc une délibération qui revient très régulièrement depuis quelques années maintenant, et chaque mois, puisque dorénavant on doit la voter à chaque dossier déposé. Donc là, il s'agit de voter 5 dossiers valides pour une prime de 100 € par personne qui amène un dossier complet et valide concernant donc l'achat d'un vélo assistance électrique. Voilà. Donc il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution de 5 subventions de 100 € chacune, soit un total de 500 € au titre de la prime à l'achat d'un vélo assistance électrique, en prenant acte que 5 dossiers complets et conformes ont été instruits avant le 16 décembre 2025. Et vous autorisez, monsieur le maire, donc, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Je rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que depuis la mise en place de cette subvention, 200 dossiers ont été donc votés jusqu'à maintenant, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour une commune de notre taille. Quand je vois sur les réseaux sociaux des fois quelques critiques sur ce qu'on peut faire au niveau donc, de la mobilité douce, ceci vient gommer un petit peu les reproches qu'on peut nous faire. Oui, merci. Effectivement, 200 primes, c'est remarquable depuis 2021. 19 dossiers, je ne sais plus si tu l'as dit, depuis le début de l'année, et 5 dossiers pour cette délit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, remarques. Je tiens à préciser malgré tout aussi qu'il y a une enveloppe sur les mobilités douces à l'échelle de la métropole qui est passée de 6 millions à 10 millions d'euros. Cette enveloppe est proratisée à l'échelle du réseau communal, et donc nous avons nos enveloppes de proximité. Voilà. Donc on fait avec les moyens que la métropole donne à chaque commune pour revisiter les aménagements. Donc créer une piste cyclable à Gouesnou n'est pas de la compétence de la mairie, mais de la compétence de Brest Métropole. Et nous avons de temps en temps la capacité à améliorer les choses sur les mobilités douces. Je pense notamment au platelage de Kerdidrin. Nous n'aurions pas pu faire ce platelage si nous n'avions pas une sorte de subrogation ou une maîtrise d'ouvrage déléguée de la métropole à la ville pour financer le platelage, qui est aussi, c'est pas une piste cyclable, mais admettons, il y a quand même du monde à l'emprunter entre piétons et vélos. Et donc tout l'objet, un des enjeux à l'échelle de la métropole, c'est de voir comment on arrive à faire une couture avec des logiques de fonds de concours descendants ou montants, et de faire en sorte que si une commune estime que tel ou tel projet lui est prioritaire, eh bien qu'elle puisse appuyer un peu plus et on l'a fait, hein, on l'a fait notamment sur le platelage de Kerdidrin, on l'a fait aussi sur la gare notamment. Donc voilà. Et quand je vois effectivement des remarques de personnes qui nous disent, à fort juste titre, il manque une piste cyclable entre le bourg de Gouesnou et Kergaradec, on est d'accord, mais là on est à cheval sur des compétences département, et on connaît les finances des départements aujourd'hui très dépendants des droits de mutation et d'autres. Vous avez vu qu'il y a quand même aujourd'hui la moitié des départements français qui sont dans de grandes difficultés financières, si vous lisez la presse, aux compétences département et compétences métropole. Et il faudrait plusieurs millions d'euros pour relier
le bourg de Gouesnou à Kergaradec en ligne directe, alors qu'effectivement nous avons un itinéraire bis qui est peut-être pas complètement satisfaisant parce qu'il passe par les quartiers, mais on perd peut-être 5 minutes en passant par là, plutôt que de prendre la 2x2 voies en vélo. Et c'est effectivement un des enjeux des mandats qui s'ouvrent, parce qu'il faudra plus qu'un mandat pour créer un réseau performant de vélos à l'échelle de la métropole pour relier l'habitat, les lieux de vie et les zones économiques. C'est ça qu'il faut viser désormais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? On aura le tram qui va arriver à Carpon, il n'y aura pas de problème. Oui. Ça, faut le lancer en étude. L'idée est lancée. Puis en plus, on a beau dire qu'on a beaucoup de cyclistes et des cyclistes qui ont des résultats, d'aider à Gouesnou, on n'est pas entendu. Hein. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Peut-être que Valentin Madouas et Maëva Stivon prendraient les pistes cyclables de la commune si on en avait un peu plus. C'est inutile que ça soit dans le télégramme et West France. Ça figurera pas au procès verbal. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Donc on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité? Nous passons à la délibération numéro 19 avec la prime biodiversité, Laurent Guivin. Oui, alors il s'agit d'un petit sursaut sur cette prime biodiversité qui a été mise en place. Là, on la vote pour la 3e fois. Mais nous avons 5 dossiers cette fois-ci, donc certainement dû à la période qui fait que on arrive sur la période hivernale, on pense à la faune qui peut être dans notre jardin et proposer donc des abris et de quoi se nourrir. Donc 5 dossiers aujourd'hui que nous avons à valider, à savoir que pour cette prime biodiversité, chaque résident de Gouesnou peut acheter jusqu'à 200 € donc, de matériel pour habitat, pour nourrir donc la biodiversité de son jardin. Et la commune de Gouesnou prend en charge 50% des dépenses. Donc, chacun peut aller jusqu'à 200 € d'achat et 100 € leur sera donc rétribué. Ici, donc, il s'agit de voter donc, pour l'ensemble des dossiers validés, donc une somme de 192,84 € donc, au titre de la prime biodiversité, en prenant acte que 5 dossiers complets et conformes ont été instruits avant le 16 décembre. Donc, il est demandé également de vous autoriser, monsieur le maire, donc, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci. Avis des commissions favorable à l'unanimité? Unanimité des commissions. Y a-t-il des questions, remarques? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Nous passons à la convention d'adhésion Énergence, Laurent Guilvin. Oui, donc pour ma part, dernière délibération concernant l'agence Énergence, donc l'agence énergie-climat du Pays de Brest, qui est un outil de proximité pour la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Ses missions d'information, de conseil et de sensibilisation aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables font d'Énergence un partenaire majeur donc, de la mise en œuvre de la transition énergétique pour la ville de Gouesnou. Je tiens à préciser quand même que Énergence nous est vraiment très cher et précieux par rapport à son travail, notamment sur les études énergétiques, sur le relevé de toutes nos consommations bâtiment par bâtiment. Cette association fait un travail vraiment remarquable à nos côtés et mérite que nous adhérions donc, à nouveau donc, auprès d'eux. Donc il est proposé au conseil municipal de renouveler donc, la convention d'adhésion d'Énergence pour les années de 2026 à 2028, donc à savoir 3 ans. La délibération est très claire, hein, donc Énergence permet donc de lutter contre la précarité énergétique, d'accompagner la transition énergétique, d'aller à la rencontre des habitants et de sensibiliser et former le grand public, notamment avec le passage du camion climat, généralement donc, lors de nos événements, que Gouesnou en fête ou d'autres événements. L'adhésion au CEP, donc Conseil en énergie partagée, s'élève à 1,57 € par habitant, donc très peu, et ce qui nous amène à une somme de 10 066,84 € qui nous est divisée par 2 puisque la métropole en prend la moitié à sa charge
Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le renouvellement d'adhésion à l'association Émergence à compter du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 et de l'autoriser, M. le maire, donc, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. L'avis des commissions, favorable à l'unanimité. On va peut-être réajuster le moment venu le recensement INSEE, parce que là on a les chiffres de 2022. Ah oui, pardon. Ça va nous coûter un peu plus cher, mais je tiens à préciser et apporter effectivement aussi mes remerciements. Thomas Pigeon, dont on parlait, est le conseiller de la collectivité. Et je n'oublie pas la combinaison ville, énergence, BMA, SPL avec Maxime de Guarica nous permet d'atteindre les 30% d'économie d'électricité. Il y a bien d'autres choses, hein, mais 30% là, c'est quand même des chiffres assez importants. Je ne les ai pas retranscrits en euros, mais je pourrais m'amuser à le faire. Et vous voyez que les 5 000 euros, puisque on arrive qu'au coût à 5 000 euros et les autres 5 000 euros étant payés par la métropole, sont assez vite rentabilisés chaque année. S'il n'y a pas de questions ou remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. Nous passons au rapport annuel de la SIC Enjeux d'enfance. Jean-François Leroy. Oui, donc comme tous les ans, nous allons procéder à la prise d'acte du rapport annuel de la SIC Enjeux d'enfance sur l'exercice 2024. Alors juste pour rappel, en 2019, après avoir délibéré pour qualifier les services d'accueil du jeune enfant de SIEG, service social d'intérêt économique général, sur son territoire, la ville de Gouesnou a mandaté la société coopérative d'intérêt collectif, SIC Enjeux d'enfance, pour la gestion de l'établissement d'accueil du jeune enfant, nommé Dornador. À ce titre, la SIC Enjeux d'enfance s'engage à mettre un rapport d'activité et financier annuel afin de permettre une évaluation quantitative et qualitative de la réalisation des actions prévues et de l'utilisation des aides attribuées. Ce rapport d'activité fait apparaître l'évolution des objectifs, l'impact au regard de l'intérêt général et la bonne exécution du mandat. Il est donc proposé au Conseil de bien vouloir prendre acte du rapport de la SIC Enjeux d'enfance pour l'exercice 2024. Alors juste pour rappeler que ce projet présenté et développé par la SIC correspond aux principaux objectifs de la commune qui sont agir en matière d'insertion professionnelle en facilitant l'accès à l'emploi des parents, contribuer à l'égalité entre hommes et femmes et permettre à chacun de mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, et accueillir tous les enfants sans distinction d'aucune sorte et de permettre à tous l'accès aux services. Alors si on reprend un petit peu, je ne vais pas vous refaire toute la présentation de SIC, mais je pense qu'il était important, c'est d'évoquer les quelques faits marquants de l'année 2024. Et l'un des faits marquants de l'année a été l'application des mesures de revalorisation salariale prévues par la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Cette évolution était attendue et elle répondait à une nécessité, celle de mieux reconnaître les compétences et l'engagement des professionnels de la petite enfance. Cependant, ces ajustements ont eu un impact financier important, nécessitant une gestion rigoureuse et un dialogue renforcé avec les partenaires pour garantir leur viabilité. Pour rappel, la SIC gère un RPE et 12 établissements d'accueil collectifs et individuels, ce qui représente 415 berceaux, dont 137 places employeurs. Concernant l'accueil à Gouesnou, le taux d'occupation est de 81,6 sur l'année 2024. Les places villes sont découpées de la manière suivante: 89 enfants accueillis sur l'année, 30 nouvelles admissions, 33 départs, 28 enfants sur liste d'attente au 31 décembre 2024. Côté place employeur, 20 enfants sont accueillis, dont 12 enfants résidant sur la commune. Et le bilan financier de 2024, les chiffres sont: le chiffre d'affaires est de 7 458 829 €. La capacité d'autofinancement, j'ai oublié, le résultat 2024 était de 142 165 €. Et donc la capacité d'autofinancement sur 2024 est de 208 541 €. Et le capital social est de 21 700 €. Il est donc proposé au Conseil de bien vouloir prendre acte du rapport. Et la Commission
Solidarité Éducation du mardi 9 décembre à Priac. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? On prend acte. On prend acte. Je vais trop vite. Nous passons à la convention de partenariat avec l'association Les Papillons. Jean-François Leroy. Alors, l'association Les Papillons a pour objectif de permettre aux enfants victimes de violences de pouvoir s'exprimer. Des boîtes aux lettres spécifiques sont disposées dans les écoles pour recueillir des messages des enfants sous forme écrite ou de dessin. Les messages sont ensuite traités par un psychologue de l'association qui oriente la communauté éducative sur l'action à mettre en œuvre pour accompagner et traiter la situation de l'enfant. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à signer la convention relative au déploiement du dispositif Les Papillons sur les 2 écoles publiques de la commune en partenariat avec l'association Les Papillons. Alors, l'association Les Papillons nécessite des ressources côté collectivité et donc la ville a désigné une personne ressource pour gérer le dispositif, un référent par école et un agent de relève par école également. Le traitement des informations se fait dans les meilleurs délais et selon la gravité des faits dénoncés, elle engage à transmettre à une cellule départementale le recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, des situations identifiées ou de saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire compétent des signalements les plus graves. Bien entendu, cette opération nécessite un coût. Ce dispositif sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026, à l'issue d'une formation obligatoire des personnes concernées. L'année scolaire étant déjà entamée, le montant de cette première installation de 2 boîtes aux lettres sera de 263 €. Le maintien du dispositif est à valider en septembre chaque année. Le montant du renouvellement est de 300 € pour le maintien des 2 boîtes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention relative au déploiement du dispositif sur les 2 écoles en partenariat avec l'association Les Papillons. L'avis de la commission Solidarité et Éducation du mardi 9 décembre 2025 favorable à l'unanimité et l'avis de la commission moyens généraux du jeudi 11 décembre 2025 était également favorable à l'unanimité. Merci. Je sais que c'était un dossier assez long puisqu'on en a parlé déjà le mandat dernier. Et là, on y arrive. Et merci à toutes les parties prenantes. Un dossier assez complexe en fait dès qu'on parle de l'enfance et dès qu'on parle des violences faites à l'enfance. Il y a un certain nombre de précautions à prendre et je veux aussi remercier les 2 directions d'école, Jean-François, parce que on a réussi à travailler ensemble dans cette direction. Je pense que c'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure qui est complémentaire aux mesures qui sont déjà appliquées au sein de l'Éducation nationale. Donc, en espérant que... On est moins souvent de faits. Qu'il n'y ait pas de... Voilà. Ou qu'il y en ait, qu'on puisse le traiter le plus rapidement possible. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes? Oui, Gilbert Michel. Il y a 3 écoles sur la commune. La 3e a été Micro. Oui, je voulais savoir, il y a 3 écoles sur la commune, donc là il y en a 2 qui sont concernées. Les 2 écoles publiques. Je pense que l'école a dû être contactée par la direction éducative chez nous et que soit c'est en instruction, soit pas de réponse. Et la difficulté que nous avons, c'est la relève en fait, puisque nous n'avons pas de personnel communal dans l'école privée, et donc s'il devait y avoir une convention, ce serait entre l'organisme de gestion, la direction d'école privée et l'association Les Papillons. Ça aurait pu être différent s'il y avait eu un service périscolaire dépendant de la mairie comme dans le temps. Mais on peut très bien pousser l'idée. Et je pense que ça peut être un partage d'expérience au retour de ces premiers 6 mois pour voir éventuellement à le proposer. Mais là, c'est surtout les questions de responsabilité qui font qu'on a besoin d'une convention, donc un support juridique, et que du coup, les agents communaux ont un employeur, donc la ville, et que la ville vient signer la convention avec les papillons. Et là, à l'inverse, il y aurait probablement une convention possible, mais ce serait l'employeur et donc la direction de l'école privée qui serait amenée à signer une convention. S'il y a d'autres questions, remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci.
Nous passons à la maison Simone Veil et l'adoption du règlement intérieur. Joël Lecomte. Oui, bonsoir. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de la maison Simone Veil. Compte tenu de l'ouverture de la maison Simone Veil depuis le 1er septembre 2025, il est proposé de mettre en place un règlement intérieur propre au bâtiment. Ce dernier a pour but de régir les conditions d'accès, de mise à disposition et d'utilisation de ces locaux par les utilisateurs, les associations, les institutions, les professionnels, les prestataires, les collaborateurs occasionnels du service public ou les bénévoles. En effet, cette maison est un lieu qui réunit l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels du secteur local, mais aussi elle permet le développement de nouveaux services comme l'agence postale communale, des points d'accès public à Internet, des permanences diverses. Pour cela, comme il y a une pluralité d'acteurs ponctuels ou plus récurrents, il importe de respecter et de partager des règles communes définies par la ville et inscrites au sein de ce règlement intérieur. Donc ce règlement intérieur, si vous le validez, aura son entrée en vigueur après le vote du conseil municipal. Donc vous avez en annexe le règlement intérieur qui parle de la topologie des lieux, il y a un modèle de convention d'occupation, il y a aussi une fiche d'identité d'un partenaire, une fiche de remise des clés, une fiche d'assurance de responsabilité civile et les différents tarifs qu'on avait déjà parlé précédemment. Donc l'avis de la commission Solidarité Éducation du 9 décembre 2025 est favorable à l'unanimité. Merci Joël, et on peut par ailleurs ajouter qu'il y a une newsletter et des documents de communication qui sont en cours d'élaboration, et l'animation de la Maison des Solidarités fonctionne très très bien. Hein. Ça marche fort. Et des fréquentations extrêmement importantes sur tous les événements. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable, unanimité. On passe au sport avec le cyclocross et une demande de subvention exceptionnelle. André Salin. Bonsoir à toutes et tous. Le conseil municipal est sollicité pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'amicale cycliste guénousienne. L'amicale cycliste a organisé le samedi 22 novembre 2025 la 10e édition du cyclocross de Penguérec. Cette manifestation était cette année support de la 5e manche du challenge du bout du monde. Cet événement contribue à l'attractivité du territoire et valorise la politique sportive de la ville de Gouinouz. Malheureusement, cette année, une météo très défavorable a sérieusement perturbé cette journée de cyclocross avec la participation de plusieurs catégories allant des plus jeunes pratiquants jusqu'aux seniors. Cette année, il y avait la présence de Valentin Madouas, notre Guinouzien médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2024. Le plateau était donc bien relevé. Inutile de vous préciser que les participants ont bénéficié d'un bain de boue et ce gratuitement. Il est aussi à déplorer le peu de spectateurs présents durant ce moment sportif qui normalement attire un millier d'adeptes de la Petite Reine. En conséquence, le bilan financier est défavorable et donc déficitaire. Les dépenses s'élèvent à 3 518 € et les recettes à 2 518 €, dont une contribution du club à hauteur de 1 681 €. Aussi, le club sollicite une subvention de 1 000 € dans le cadre de l'enveloppe de la promotion associative. Donc la commission vie locale a émis un avis favorable le 10 décembre, ainsi que la commission moyens généraux. Je tiens à rappeler également que l'enveloppe de la promotion de la vie associative d'un montant global de 20 000 € est arrivée à 19 500 €. Donc ce qui veut dire qu'elle a été pratiquement couverte toute l'année et que les associations en ont fait des demandes, mais que le montant inscrit au budget était vraiment bien, était juste. Donc voilà. C'était donc une bonne idée de créer ce fonds de soutien Absolument. à la promotion et à la vie associative. Absolument. Y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Je sais que la CG, André, a des réflexions pour revenir sur le dimanche, parce que là c'était effectivement un samedi, un jour où les familles et tout le monde a des choses à faire, des courses, les enfants, les manifestations. Voilà. C'était pour l'organisation justement du challenge du bout du monde qui avait lieu le samedi. Il y avait une autre compétition le dimanche. Ah oui, C'est pour ça que c'est tout. Lampol Cloizel. Non, Lampol Coudamizo.
Il n'y a pas de questions, pas de remarques. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la culture avec le dispositif complice. Sylvie Copin. Donc bonsoir à tous. La ville donc soutient la création culturelle depuis de nombreuses années, donc avec les résidences d'artistes et les accompagnements en compagnie. Nous souhaitions aller plus loin et on vous a parlé donc de ce dispositif depuis de nombreux mois. Donc nous avons lancé le dispositif complice dont le but est d'accompagner sur du long terme une compagnie avec des temps de présence plus longs sur le territoire des artistes. Notre but est de soutenir la création mais aussi de tisser des liens plus étroits entre les artistes et les habitants, donc avec les écoles, les EHPAD, les associations. Lorsque nous avons lancé ce dispositif, nous avons reçu 43 dossiers. Donc, on a constitué un jury donc, avec le Quartz, le Fourneau, donc des professionnels de la culture, le Centre d'art passerelle, pour choisir le lauréat. Donc, c'est la compagnie Scopiton, donc une compagnie rennaise qui a été retenue. On va donc les accompagner sur 18 mois, à partir de janvier 2026 jusqu'en juin 2027. Et pour cela, nous devons établir un contrat de résidence afin de déterminer les temps de présence des artistes à Goigny, les temps de création de résidence, les diffusions de spectacles, les temps de médiation et également la création d'un fil rouge qui sera donc pour cette compagnie-là la présence de marionnettes à taille humaine sur des temps différents, pas tout le temps, mais de temps en temps, vous allez les voir apparaître à Goigny. Donc ils auront au contact des habitants. Nous allons aussi fournir aux artistes en mesure de nos disponibilités des locaux de travail, l'appartement pour leur temps de présence sur Goigny, du matériel scénique. Les 30 000 € donc, qui sont inhérents au contrat seront versés 10 000 € à la signature, 15 000 € en juin 26 et 5 000 € en mars 27. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte du choix de la compagnie Scopiton, d'approuver le principe du contrat avec la compagnie d'un montant de 30 000 € et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ce contrat. L'avis de la commission vie locale du 10 décembre était favorable à l'unanimité et l'avis de la commission moyens généraux a pris acte de la délibération. Merci Sylvie, c'était un très beau moment. Le jury, une très bonne ambiance et je crois qu'ils étaient enchantés par l'idée d'ailleurs et le fait de participer à une initiative qui dénote un peu dans le paysage culturel. Alors moi j'ai juste une remarque, heureusement que le jury s'est réuni avant le match Rennes-Brest, sinon on n'aurait jamais pris les Rennais artistes en résidence. Enfin bon, ça ne figurera pas non plus au procédure. Il y a Denis qui se réjouit quand même. Bon. Je vais m'arrêter là, pas citer les services non plus. Sur ces bonnes paroles, y a-t-il des questions, remarques? Il n'y en a pas. Donc il y a plusieurs surprises. Donc le principe d'une surprise, c'est pas de la dévoiler. Donc on sait qu'ils ont prévu quelques surprises. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la 26. Avec la note BMA SPL, rapport annuel du représentant de la ville de Gouesnou, c'est-à-dire moi-même. Nous avons d'ailleurs un conseil d'administration Claudine après-demain. Je vous présente rapidement cet exercice 2024. Vous savez que la société publique locale a été créée en 2017, que Gouesnou est devenu actionnaire en 2019 en versant la somme de 500 000 € pour rentrer au capital. Capital qui est aujourd'hui détenu par Brest Métropole à presque 51%, la ville de Brest à 38,2% et la ville de Gouesnou à presque 11%. Et qu'il y a aussi 9 autres communes, des intercommunalités, le département du Finistère, réunis dans une assemblée spéciale qui détient 0,2%. Donc au 31 décembre 2024, BMA avait 13 missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, contre 9 l'année précédente, 17 mandats de maîtrise d'ouvrage contre 20 en 2023, 3 concessions d'aménagement et 2 marchés de partenariat de performance énergétique comme notre école. Les projets notables de l'année 2024, eh bien, c'est le fonctionnement en année pleine de l'école Isabelle Autissier, donc le MBPE,
Le MPPE des 5 écoles de Brest avec un bilan contrasté sur la performance énergétique, souligne le rapport, ce qui n'est pas le cas pour Gouinou, hein, je donnerai des chiffres tout à l'heure. Un mandat de maîtrise d'ouvrage sur 5 nouveaux bâtiments à Brest, Mon réseau grandit, dont on va connaître l'épilogue, si j'ai bien compris, le 14 février. La rénovation des Halles Saint-Louis, le parking silo du centre-ville, dit les Glacis, avec l'obtention du permis de construire sur l'année 2024. Alors, en éléments financiers, il faut retenir, c'est le jargon, la taille du bilan, qui passe de quasi 52 millions d'euros à 74 400 000. Une nouvelle augmentation de la trésorerie de plus 104%. Des produits d'exploitation en croissance qui passent à 6,8 millions d'euros contre 5,2 l'année précédente, soit une progression de 33%. Des charges d'exploitation en hausse, eu égard à la montée de l'activité. Et, ce qui est important, un résultat net à 121 550 euros, relativement stable par rapport à 2023, mais la société publique locale n'est pas là pour thésauriser. Voilà ce que je pouvais et souhaitais vous dire sur cette délibération qui a été présentée en commission. Donc, il convient de voter. L'avis des commissions était favorable à l'unanimité. Je ne sais pas si vous avez des questions, remarques. Il n'y en a pas, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la traditionnelle délibération concernant la dérogation à la règle du repos dominical. Brigitte Coirec nous présente ces éléments. Effectivement, c'est la délibération annuelle. Donc, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, de délibérer sur les propositions de dérogation à la règle dominicale en faveur des salariés de commerce de détail. À savoir, l'article du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal, et ce dans la limite de 12 dimanches par année civile. Par ailleurs, pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés légaux, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3. Après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés, et en application de l'article du Code du travail, il est proposé de permettre aux commerçants d'employer leurs salariés dans la limite de 3 dimanches pendant tout ou partie des journées suivantes. Donc il y a le 27 septembre, le 29 septembre, novembre, 27 septembre à 9 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 décembre. Conformément aux dispositions des articles du Code du travail, les employeurs concernés devront s'assurer de la mise en œuvre de dispositions suivantes. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être employés sous couvert de la présente dérogation. Et chaque salarié privé du repos dominical bénéficiera en contrepartie des heures travaillées le dimanche d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Une autre décision, sans préjudice du repos quotidien habituel d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ce repos compensateur sera accordé à l'ensemble du personnel par roulement dans la quinzaine qui précédera ou suivra les dimanches précités. En outre, ces mêmes salariés devront, pour ces dimanches travaillés, percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente. Et il est précisé également qu'en application d'un consensus local, cette dérogation ne s'applique pas à l'ouverture
dominicale des salariés des concessions automobiles qui feront l'objet d'une délibération particulière. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver ces propositions de dérogation à la règle du repos dominical en faveur des salariés du commerce de détail selon le calendrier défini. Il y a eu un avis de la commission moyens généraux du jeudi 11 décembre, un avis favorable mais avec 2 abstentions. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc 4 abstentions, Sabrina Lansonneur, Agnès Paya, Michel Quéré et Pierre-Yves Pogam. C'est bien ça? Et qui est favorable? Le reste, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 28 avec le rapport annuel d'exécution du marché de partenariat de performance énergétique. Je vous fais grâce de l'ensemble des éléments contractuels sur les différents loyers, maintenance, GER et gestion, puisque vous les connaissez, ce sont les mêmes, ils n'ont pas évolué depuis l'origine. Et je vais simplement vous présenter l'indicateur de performance, donc, qui est en point 8 de la LIAS que vous avez reçu, avec une petite spécificité, c'est que nous avons notamment sur le chauffage une période d'analyse qui n'est pas tout à fait la même que l'exercice 2024, puisqu'on a extrapolé, donc ce sont des éléments qui ont une plus grande actualité, puisque la mise en chauffe de l'école a commencé le 30 octobre 2024 et s'est arrêtée le 7 avril 2025. Et les résultats énergétiques sont particulièrement bons, avec une valeur de référence au MPPE, donc au marché sur lequel c'était engagé, avec 53,5 kWh par mètre carré. On fait beaucoup mieux avec 29,9 kWh par mètre carré. On consomme quasiment 23 kWh de moins par mètre carré. Sur l'eau, l'école a utilisé sur cette période 894 mètres cubes, là où la performance énergétique et transition était de 1206 mètres cubes. Donc là aussi, on est sur 300 mètres cubes de mieux que ce que nous escomptions. Et enfin, la production photovoltaïque avait été établie à 20 000 kWh d'un point de vue facial. Il a peut-être fait beau sur la période aussi. La production énergétique s'est établie à 32 803 kWh. C'est important de le souligner. Donc, les performances sont au rendez-vous. Tous les voyants sont au vert. Vous autorisez l'opération. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la présentation de ce rapport. Les commissions ont émis un avis, mais non, c'était une prise d'acte. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. Nous avançons et revenons aux affaires budgétaires avec 2 délibérations, la 29 et la 30, et nous allons faire passer à l'issue du vote sur ces 2 délibérations les pages à signer. Donc, restez un tout petit peu à la fin du conseil pour signer les décisions modificatives. Donc on commence avec la 29, DM2 sur Poulard-sur-Dême. Maxime. Donc une décision modificative numéro 2 pour effectivement ce budget annexe du lotissement Poulard-sur-Dême. Il s'agit en fait de constater un stock restant valorisé à hauteur de 45 000 € pour des lots qui ne sont pas encore vendus et réalisés. Vous avez cette EDM à l'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 45 000 €. Et donc proposons au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2. Merci. Avez-vous des questions ou remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Merci. On passe à la suivante, Maxime Erlédan. Donc également décision modificative numéro 2, mais cette fois-ci pour l'opération du lotissement clos de la Vallée Verte. Donc cette décision modificative à concurrence et à l'équilibre de 350 000 € est nécessaire afin d'intégrer à la fin de l'exercice donc le stock de l'eau restant à vendre sur cette opération clos de la Vallée Verte. Vous avez donc dans la délibération
le tableau à l'équilibre en dépenses et en recettes également de 358 000 euros. Il vous est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 et d'autoriser le maire à signer les documents utiles à son exécution. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la 31, qui est un vœu que nous avons rattaché à notre conseil municipal, puisque nous avons reçu les documents de l'Association des maires de France simplement lundi. Je ne vais pas vous lire le vœu, je pense que vous avez eu l'occasion de le parcourir. Vous avez peut-être suivi aussi les débats dans le cadre du 107e congrès des maires qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Paris, avec des préoccupations majeures dans le bloc communal et dans l'ensemble des collectivités. Et je voulais juste donner un relief un peu particulier à ce vœu ici à Gouesnou, puisqu'en devenant maire et avec vous, toutes et tous, ou tout du moins pour certains d'entre vous, nous avions à l'époque 630 000 euros de dotation d'État par an. En 2017, donc après les décisions du gouvernement de l'époque, nous sommes passés à 253 000 euros de dotation d'État. L'année 2025, au budget que nous avons voté ensemble, nous étions à 154 000 euros de dotation d'État. Et là, en 2026, avant de parler du DILICO, nos logiciels comptables et prospectifs nous font apparaître une dotation d'État à 105 000 euros. On perdrait encore quasiment 50 000 euros. Le débat autour du DILICO, vous connaissez un peu le mécanisme, c'est-à-dire qu'on vient fonctionner les collectivités, théoriquement en épargne, et on vient reverser à la condition que les recettes et les dépenses non seulement s'équilibrent, mais que les dépenses n'aient pas évolué dans des proportions trop importantes, et peut-être que l'État reverserait pour le coup aux collectivités des sommes fonctionnées préalablement. Nous avons aussi, avec les services finances et puis l'association des maires du Finistère pour le coup, plusieurs évaluations autour du DILICO de la commune et qui nous feraient perdre facialement 120 000 euros, en plus des 50 000 euros de dotation forfaitaire, c'est-à-dire 170 000 euros de dotation en moins. Alors on est en train de travailler sur le budget 2026. On préférait les conserver, mais on pourrait les absorber. C'est-à-dire qu'on a travaillé, et les agents s'en souviennent, depuis le mois de juin, avec des préoccupations de cette nature. Donc depuis le mois de juin, les services municipaux et les élus bossent sur la façon dont on pourrait, entre guillemets, intégrer, digérer ces baisses de dotation d'État. On pourrait le faire, mais avec des capacités financières qui en seraient réduites d'autant. Donc à ce stade, nous n'aurions qu'une baisse de dotation d'État d'environ 50 000 euros. Le DILICO, vous l'avez peut-être suivi, il y a un amendement d'un sénateur auvergnat qui a été validé, qui fait sauter le DILICO, donc la baisse de 120 000 euros pour Gouesnou. Bon, vu le débat parlementaire, on ne sait pas de quoi ça va accoucher. Nous aussi, nos décisions de reporter les orientations budgétaires, parce qu'à ce stade, on n'a aucune certitude. On ne connaît même pas le coefficient de revalorisation des bases, on l'estime à 0,8, mais voilà, on ne connaît pas quelle sauce on va être mangé sur ce volet, sur la politique d'aide autour de la caisse d'allocation familiale, donc on a tellement d'incertitudes. J'en reviens au vœu, et pour donner un relief gouesnousien, retenez bien le chiffre, 630 000 euros, et on va passer à 105 000 en 10 ans. Donc le vœu proposé par l'association des maires propose la suppression du DILICO, la suppression de la réduction de compensation des impôts économiques, voilà, parce que là aussi on prend un peu, la suppression des modifications du FCTVA, sauf que nous on est dans l'ancien régime, vous vous souvenez qu'on continue à percevoir le FCTVA en N+2, ce qui crée quand même des questions autour de la trésorerie. Il n'y a que 10% des communes dans notre situation. Là, c'est des décisions qui remontent à 2008. Suppression des coûts budgétaires pour les missions dans les Outre-mer. La suppression du gel de la DGF et des baisses des crédits dédiés aux collectivités. La suppression, l'augmentation des cotisations CNRACL, qui n'est pas le seul moyen d'établir son équilibre financier. Là, je pondère un peu
Je ne trouve pas normal que les employeurs payent des cotisations en retraite plus importantes pour les salariés contractuels de la collectivité. Donc là, je conviens un petit peu, mais ça reste assez violent pour notre collectivité, puisque c'est à peu près 40 000 € par an sur 3 ans. Voilà. Donc il vous est proposé je ne sais pas comment le présenter, de dire notre mécontentement, parce que les collectivités ont toujours été au rendez-vous, et la nôtre en particulier. Lorsqu'on nous a demandé, et même sans nous demander, pour la Covid, on était là, on a rempli des missions essentielles. Pour l'accompagnement de la vie commerciale, économique, associative, sportive et culturelle, on est là. On accompagne alors que l'État se désengage et d'autres collectivités se désengagent aussi. À Gouesnou, on a plutôt tendance à appuyer. Nous n'avons jamais diminué les subventions en 12 ans de mandat, on les a même augmentées dans des proportions extrêmement importantes dans certains secteurs, ne serait-ce que la vie sociale ces 2 dernières années. Donc on est là. Et venir, c'est comme si dans un couple, il y a deux salaires, il y a un premier salaire et un deuxième salaire. Eh bien nous, on avait à l'origine pas tout à fait 2 salaires équivalents, voire pas du tout équivalents, mais on avait les recettes de fiscalité, réforme de la taxe d'habitation, compensée, mais pas dans son évolution, c'est-à-dire que les nouvelles habitations qui se créent à Gouesnou ne rentrent pas tout à fait dans les critères d'assiette de la TH d'origine. Donc on prend une première châtaigne à cet endroit-là. Et le deuxième salaire, c'était les dotations d'État, les accompagnements de l'État, qui ont été divisés par plus que 6. On a divisé à Gouesnou les dotations d'État par 6 depuis que je suis maire. Vous imaginez? C'est comme si vous gagnez un très bon salaire, vous gagnez 6 000 €, et au bout de 10 ans, vous gagnez plus 6 000 €, vous gagnez 1 000. Ça fait un peu drôle. Et donc c'est ça, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc on a divisé par 6 les dotations de la collectivité. Oui. En parallèle, est-ce que vous avez pu constater l'augmentation des subventions sur projets spécifiques? Alors c'est un peu différent pour le coup, Madame Paya, parce que en fonctionnement, non. En fonctionnement, non. Clairement, non. En investissement, oui, mais c'est parce qu'on est convaincant. Là, ces dernières années, c'est 3,3 millions. Mais parce qu'on convainc nos partenaires. D'ailleurs, le pacte Finistère, je tiens à saluer l'initiative du président de Calan de simplifier les démarches et de donner, entre guillemets, aux conseils municipaux, c'est pas que le maire, c'est vous, l'orientation des crédits qui leur semble être bénéfique. Et donc, il y a un prorata habitant, on va le présenter comme ça, et charge au conseil municipal, en fait, de décider vers quoi ils veulent mettre l'argent du département. Donc ça, c'est une simplification, et là, on est sur des montants importants. Après, nous avons choisi, et je l'avais expliqué, notamment sur la Maison des Solidarités, où on atteint pas tout à fait 50%, mais on doit être à 45% de subvention. C'est ma responsabilité aussi. On a attendu 1 année pour entrer dans différents critères et donc bénéficier de subventions complémentaires. Même chose pour le fonds vert. Le fonds vert, on a des subventions extrêmement importantes de l'État, mais ça reste de l'investissement, mais parce que, on n'a plus à prouver, mais notre dynamique autour des transitions et de l'environnement est forte, en réalité, on a des subventions. Même chose autour du FIPD. Là, je vais rester poli parce que je ne veux pas que ça reste. Et le FIPD, on pourrait prétendre à plus, sauf que les crédits départementaux du FIPD sont orientés vers d'autres communes. Voilà. Alors qu'on pourrait prétendre. On a quand même du FIPD. Regardez Emmanuel, il doit se marrer intérieurement parce qu'on sait qui pique un peu les crédits là-dessus. Et voilà, on pourrait avoir plus de subventions sur le FIPD, donc Fonds de prévention Fonds d'intervention de prévention de la délinquance. Et voilà, donc on a DETR, DSIL, Fonds vert, FIPD et d'autres dispositifs vraiment à la marge. Mais là, c'est plutôt parce qu'on est convaincant et que nos projets sont bons. Et là, ça, si vous voulez, quand on a des aides en matière d'investissement, ça vient diminuer en fait le besoin d'emprunt. Tandis que quand on a des subventions en fonctionnement, des dotations en fonctionnement, ça vient augmenter notre épargne. Donc c'est 2 mécanismes différents. Et on va refaire on vous représentera au moment des orientations budgétaires, mais la perte pour Gouesnou, perte de dotation d'État d'un côté et perte de population et donc
revenu fiscal ou recette fiscale non perçue, on va le présenter comme ça, on a dépassé les 4 millions d'euros de pertes. C'est colossal en fait. Et là, quand je vous donne les chiffres, 630 000, 105 000, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc du coup, ce vœu, on le reprend in extenso. Je fais des petits mauvais jeux de mots aujourd'hui, mais on le reprend in extenso, on ne va pas pinailler, c'est un vœu où le conseil d'administration de l'association des maires de France s'est mis d'accord. J'apporterai moi-même des nuances sur cette rédaction, mais enfin, ce qui est important, c'est que tous les maires et conseillers municipaux de France qui sont d'accord avec cette analyse en disant l'État demande de faire des économies, mais on les a déjà fait en fait. On les a déjà fait. Et nous, le DILICO, on prend plus que les autres parce que nous avons un potentiel financier et fiscal élevé. Dans l'arrondissement de Brest, sauf erreur, il n'y a que 3 communes de concernés, éventuellement par l'IMICO, c'est Gouesnou, Guipavas et Plougastel, à ce stade. Et dans le sud, j'ai vu aussi des débats autour de ça. On sait que Douarnenez serait assujetti au DILICO, Concarneau aussi, dans des proportions extrêmement importantes. Mais vous vous rendez compte, en fait, que quand on bâtit, et vous êtes les premiers, et j'en suis d'accord, et moi aussi, à bâtir des politiques pluriannuelles, et donc d'avoir des investissements aussi pluriannuels, et qu'on vient décider d'une année sur l'autre de vous ponctionner en fait des sommes extrêmement importantes. Là, ce qu'on nous demande, c'est pour le compenser en propre, il faudrait quasiment augmenter la fiscalité de 4%. Là, en ISO, il faudrait augmenter la fiscalité à Gouesnou de 4% pour compenser les pertes CNRACL, d'ILICO, dotation d'État, aide de la CAF, qui peuvent disparaître. C'est ça notre vérité. On ne va pas augmenter les impôts. Pas que ça soit mal compris. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des recettes, enfin des sources d'économie. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, on vous l'a présenté au mois de septembre, c'est la dynamique en fait foncière de la commune et la dynamique de recettes liée aux nouveaux projets. Donc là, on est serein sur les toutes prochaines années, dès 2026 et 2027 et surtout 2028, 2029 et tout ça. Le projet Kéruchen, la prospective, donc Kéruchen-Kergaradec, c'est 250 000 euros. L'île aux Mairies, c'est 200 000 euros. L'évolution de Penwatt, c'est 200-250 000 euros de plus dès que les projets seront livrés. Donc on a cette chance-là de pouvoir absorber les efforts qui nous sont demandés par des recettes nouvelles, mais qui correspondent à des décisions politiques que nous avons pu prendre ensemble. Et quand on a pris ces décisions politiques ensemble, c'était pour constituer une épargne forte et investir dans de nouveaux bâtiments, ou rendre un service public plus fort, plus pertinent. Et quand on vient vous saquer, excusez-moi un peu l'expression, c'est mon fils qui dit ça de temps en temps, ma prof de maths, elle m'a saqué, je dis bah non, l'exercice était noté sur 2, t'as répondu qu'à la moitié, c'est 1, c'est pas 2. Sauf que nous, on a tout bon. Et en plus, on vient nous saquer. Voilà. Bon bref, on vote, je pourrais parler pendant des heures là-dessus. Y a-t-il des questions, remarques? Non. On vote, y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Et enfin, le dernier point à l'ordre du jour, c'est le L21-22. Avez-vous des questions ou remarques sur que j'ai pu engager depuis le dernier conseil municipal? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Avant de lever la séance, si vous voulez bien noter à vos agendas dimanche, Sylvie, l'inauguration du label Ville et Village Véhicules d'époque, ici sur la place des Fusillés. Les vœux à la population, le dernier vœu du mandat. C'est important que vous soyez toutes et tous là. En général, il y a une petite surprise pour les élus ce jour-là. Donc 18h30, espace Gourmelon. Le 23 janvier, les vœux au personnel à la Maison des Solidarités. On me met dans mes notes qu'ont préparé les services que vous n'avez pas répondu, pour certains d'entre vous, à l'invitation. Et qu'il faut renvoyer le coupon pour des questions logistiques. Fin du mois, donc du 26 au 29 janvier, nous aurons les commissions municipales et le jeudi 5 février, ici même, les orientations budgétaires. Voilà.
Bonne soirée. Si je ne vous revois pas, passez de très belles fêtes de fin d'année, en famille, et peut-être à l'année prochaine.